Bonjour à tous, merci de votre présence et bienvenue à ce nouvel atelier e-learning organisé par Aromalogie. Je suis Catherine Colin-Gaudy, directrice commerciale, et je suis accompagnée aujourd'hui exceptionnellement de deux membres de notre comité scientifique qui sont rarement l'un avec l'autre. Donc ça, c'est très bien pour nous. On est très contents. Nous avons donc avec nous Arnaud Géat, spécialiste des huiles essentielles, et Hervé Demey, spécialiste des algues. Bonjour à tous. Aujourd'hui, cet atelier, va traiter, du sujet de l'iode et des algues. Donc dans un premier temps, Hervé va nous rappeler, l'importance de l'iode apporté par l'alimentation dans le fonctionnement de l'organisme. Dans un deuxième temps, il va, évoquer les limites et l'intérêt de l'apport d'iode via les algues avant de démystifier, l'approche et les possibilités de prise en charge des troubles de la thyroïde. Et enfin, il conclura, sur, effectivement, l'intérêt d'un de nos produits, mais je ne vais pas dévoiler, pour l'instant lequel, mais vous avez deviné, je pense. Cet exposé, d'une trentaine de minutes sera suivi d'une dizaine de minutes de questions-réponses que vous pourrez adresser, puisqu'on a la chance d'avoir les 2 en même temps, au choix à Hervé ou à Arnaud, selon le sujet. Voilà, donc je laisse la parole, à Hervé. Bon, je vais essayer de faire ça de façon assez, comment dire? Heu, Pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et donc juste un petit côté humoristique, hein. Aujourd'hui, comme le capitaine Haddock, vous voulez tout savoir de l'histoire des crétins des Alpes et autres boitereux et on a peut-être le petit lapin qui est là, qui nous accompagne, lui aussi c'est le petit crétin. Alors pourquoi les crétins des Alpes? Qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire? Eh ben, ça vient faire dans l'histoire que, l'iode est un élément essentiel à tout un tas de métabolismes et on va voir que historiquement, ça a eu beaucoup d'impact sur certaines populations. Donc l'iode d'abord, ensuite, l'iode et la thyroïde, l'iode et les algues et ensuite l'iode et la lévothyroxine. Alors l'iode en tant que tel, c'est un élément chimique, classique que vous connaissez, c'est un halogène, classiquement, considéré comme un des plus lourds, de ce qui est, dans le monde du vivant. Alors relativement rare sur la planète puisqu'il arrive dans le milieu naturel, 47e dans l'écorce terrestre, donc petite quantité malgré tout et découvert en 1811 par un chimiste français, à partir d'un mélange issu d'algues qui était destiné à la production de poudre pour les guerres napoléoniennes. Donc c'est à cette occasion-là, on a compris qu'il y avait beaucoup d'iode dans les algues. Alors, bon, quel rapport avec le crétin des Alpes? Eh ben, ce mot crétin est une expression qui a été écrite pour la première fois par Diderot dans son encyclopédie au XVIIIe siècle. Et étymologiquement, ce mot vient d'un patois suisse valaisan, qui est un synonyme plus ou moins du mot chrétien, crétin, chrétien, dans le sens à l'époque où un sens innocent, c'est-à-dire que le crétin était quelqu'un qui n'avait pas toute sa tête, mais c'était pas forcément un méchant. Et donc c'est une expression qui est devenue relativement classique, encore usuelle aujourd'hui, la preuve, Hergé s'en est beaucoup servi. Et donc le crétinisme aujourd'hui, c'est défini comme étant une forme de débilité mentale et de dégénérescence physique en rapport avec une insuffisance thyroïdienne. Voilà le fameux rapport avec l'iode. Donc, décrit, comme vous pouvez le voir illustré ici, déjà, par des voyageurs en Suisse, déjà à la fin du XVIIIe siècle, hein, en disant: «Voilà, leur corps ressemble à celui d'un nain, la physionomie est difforme et dépourvue de toutes ses facultés et il semblerait que le crétin ne soit qu'un simple animal vivant». Voilà un petit peu comment on décrivait ces personnes que l'on retrouvait essentiellement dans les zones montagneuses. Et même Napoléon, quand il a traversé les Alpes à la fin du 19e siècle, du 18e siècle, en 1794-95, il a effectivement constaté cette bizarrerie, ces phénomènes sur ces populations. Et il a donc décidé, en tant que bon gouvernant, de dénombrer la population de crétins dans son empire. Et on voit ici à droite, par exemple, une carte de France. Je ne sais pas exactement de quelle année elle est, mais à l'époque, on répertoriait et on identifiait les régions où effectivement il y avait plus ou moins de crétins et d'idiots. Vous voyez, cas nombreux, peu nombreux, rares.
Je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse encore publier ce genre de carte, mais et on voit que ça concerne essentiellement les zones montagneuses, éventuellement aussi certains départements de l'ouest et du sud-ouest de la France. Mais là, je pense qu'on était plus dans l'idiotisme que dans le crime. Et il semblerait que la raison à l'époque, enfin dans cette pathologie plus spécifique, soit plus liée aux dégâts liés à l'alcool qu'à la carence en iode. Mais il n'empêche qu'en 1850, en France, on recense encore 20 000 crétins et plus ou moins 100 000 goitreux. Donc, on a essayé rapidement, enfin, on a essayé de trouver déjà l'origine du problème, même si effectivement, en Suisse, quelques médecins ont pointé du doigt la possibilité d'un déficit en iode qui serait responsable de ces problèmes. En France, on a pris un petit peu de temps, et à la fin du 19e siècle, on a commencé à faire manger de l'anchois aux gens de la montagne, sous la forme d'une préparation boulangère, qui a donné naissance à la fougasse dans le sud de la France, la fougasse à l'anchois, pour prévenir et guérir les crétins et les goitreux. Donc, il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que, effectivement, on fasse vraiment les choses de façon un peu cohérente et de façon massive. C'est la Suisse qui a montré l'exemple. Ils étaient effectivement très concernés par ces pathologies, puisque c'est un territoire uniquement montagneux sans lien avec la mer. Et ils ont commencé à distribuer du sel supplémenté en iode et des pastilles spécialement concentrées pour les enfants. On voit ici par exemple l'image d'une institution spéciale, un peu comme les hospices, dédiés aux crétins qu'on hébergeait dans ces résidences. Et suite à la supplémentation en iode du sel en Suisse, en quelques années, cette pathologie a quasiment disparu. Donc, il y avait bien un lien direct entre la carence en iode et l'apparition de ces pathologies. Alors, pourquoi ces pathologies? Pourquoi ce rôle important de l'iode dans l'organisme? Ben, on sait aujourd'hui que l'iode, c'est essentiellement en lien avec la thyroïde, donc une glande que l'on a à la base du cou. Et la thyroïde, classiquement, elle produit deux hormones spéciales. Une qu'on appelle la T4, la thyroxine, une autre qui s'appelle la T3, la triiodothyronine. La forme T4, c'est la forme inactive, c'est celle qui est produite en plus grande quantité par la glande thyroïde. Et la forme active qui va elle agir sur ces cibles, c'est la forme T3. Mais on sait aussi que la production de ces hormones est sous le contrôle d'autres hormones qui régulent le fonctionnement de la glande thyroïde. Et donc, ces glandes qui régulent l'ensemble de ce métabolisme thyroïdien, c'est d'abord l'hypothalamus qui produit une hormone qu'on appelle la TRH, qui va donc agir à son tour sur une autre glande qui est l'hypophyse, directement sous le cerveau. Et c'est l'hypophyse qui, elle, va sécréter une autre hormone, la TSH, qui, elle, va agir sur la glande thyroïde elle-même. Donc, un circuit relativement simple, classique, hein, une première hormone qui va agir sur une deuxième cible, qui va elle-même agir sur la troisième cible, le tout étant régulé par des systèmes de feedback liés à la concentration, notamment en hormones thyroïdiennes circulantes, la T4 et la T3, vont réagir au niveau en particulier de l'hypophyse et donc faire en sorte que la concentration en ces hormones dans le sang soit à peu près stable. Alors, comment ça se passe dans la thyroïde? Ben, on va faire simple. Pour produire ces fameuses hormones T3 et T4 qui vont être réinjectées dans le sang, la glande thyroïde a besoin, par la nutrition, par l'alimentation, d'un élément indispensable qui est l'iode. Donc, on le voit ici rentrer dans la cellule thyroïdienne. Et donc, cet iode va traverser la cellule thyroïdienne, va arriver dans le follicule thyroïdien, et à ce niveau-là, va être associé à des protéines qui sont une forme de protéine qui s'appelle la thyroglobuline. Et l'iode va venir se fixer sur une partie des fragments d'acides aminés qui sont fixés sur cette protéine. Et donc, par iodination et conjugaison, et ensuite réabsorption de ces molécules, de ces protéines, la glande thyroïde va être capable de rejeter dans le sang à la fois de la thyroxine, donc la T4,
et de la triiodothyronine, la T3, mais essentiellement sous forme de T4. 90% de ce qui est sécrété dans le sang par la thyroïde est sous forme de T4. Alors, comme vous l'avez vu, il y a donc un métabolisme de production, un anabolisme de synthèse de ces hormones, T3, T4, mais comme vous l'avez compris, pour pouvoir produire ces protéines et donc ces hormones à la sortie, il y a un métabolisme un peu complexe qui nécessite en particulier un acide aminé particulier, enfin une protéine qui est la thyroïne, et qui est produit à partir d'une modification de l'acide aminé tyrosine. Donc, et également, on a besoin, on sait que dans le métabolisme de synthèse des hormones thyroïdiennes, on a besoin d'autres éléments chimiques que sont le sélénium et le zinc en tant qu'activateurs enzymatiques, coenzymes, métalloenzymes, et de vitamines type vitamine B, vitamine C, vitamine E. Donc, si on a en parallèle de la carence en iode d'autres, ou à côté, si on a un niveau d'iode suffisant dans l'alimentation, mais qu'on est carencé en certains autres éléments, notamment en tyrosine, en sélénium, en zinc ou en certaines vitamines, la synthèse des hormones thyroïdiennes de type T4, T3 ne pourra pas se faire. Et donc l'activation de la T4, qui est la forme plus ou moins de réserve en stock, sous forme de T3, se fait essentiellement au niveau des organes cibles, principalement au niveau du foie, au niveau des muscles et au niveau du cerveau, par déiodation, c'est-à-dire qu'il y a un atome d'iode qui se décroche de la T4 et on obtient une triiodothyroxine, donc la T3, qui elle est la forme active, qui va pouvoir agir en tant qu'hormone sur les fonctions métaboliques de tous les organes qui sont potentiellement susceptibles de réagir. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un phénomène de régulation, de feedback de ces hormones TRH, TSH par la concentration en iode dans le sang. La T4 est une forme chimique plus ou moins de réserve. C'est celle qui est produite en plus grosse quantité et elle est transformée au fur et à mesure des besoins en T3, essentiellement dans les organes cibles. Alors, on sait que l'iode est intimement lié à l'activité de la thyroïde aujourd'hui. Sur les 25 à 50 mg qu'on peut contenir dans l'organisme, 50% est concentré dans la glande et une partie, le reste, essentiellement sous forme d'hormones thyroïdiennes circulantes. On sait, comme je vous l'ai expliqué, que l'iode est indispensable au fonctionnement de cette glande thyroïdienne, puisque la fonction de la glande, c'est de produire des hormones thyroïdiennes, et que s'il n'y a pas d'iode, forcément, il n'y aura pas d'hormones. Et via ces hormones, T4 et T3, et donc T3 au final, l'iode agit sur les principales fonctions de l'organisme, et on va le voir en détail juste dans la diapo suivante. De façon très synthétique, on voit aujourd'hui que la T3 agit sur quasiment tous les métabolismes de l'organisme, notamment le système nerveux, son développement d'abord, c'est important, myélinisation des gaines nerveuses, le système nerveux sympathique en tant que bêta-stimulant, la contraction musculaire, donc au niveau des muscles, la même façon au niveau du cœur, donc avec des répercussions sur le débit, la fréquence cardiaque, la fonction de filtration glomérulaire, donc l'élimination des déchets dans l'organisme, au niveau du rein, la densité osseuse, le métabolisme osseux au sens large, la production des globules rouges via la moelle osseuse, et tout ce qui est métabolisme de base, notamment protéique, calorigène et glycémie, basse adipeuse, enfin tout ce qui est protéique, lipidique et tout ce qui concerne le métabolisme thermique est lié à la T3, et également les fonctions sexuelles. Donc là, vous pouvez comprendre qu'effectivement, l'iode est fondamental, et un des éléments minéraux en tant qu'oligo-élément vraiment essentiel quand on voit l'impact qu'il peut avoir sur toutes les fonctions de l'organisme via l'hormone T3, la triiodothyroxine. Alors, la carence aujourd'hui, puisque, comme je vous l'ai expliqué, quand il n'y a pas d'iode, il y a des problèmes. Et on sait aujourd'hui que, encore aujourd'hui, dans certaines terres profondes, éloignées de la mer ou des régions montagneuses, il y a des carences en iode. Et donc, ça altère le système hormonal, mais aussi, on va le voir, c'est logique, le développement, notamment de l'enfant, mais dès la conception.
Et classiquement, en dehors du crétinisme et de l'idiotisme, enfin du crétinisme au sens propre du terme, la plupart des manifestations de carence en iode se traduisent par l'apparition d'un gonflement de la glande thyroïde, ce qu'on appelle un goitre. Et comme vous pouvez le voir, il peut être très conséquent. Et donc, ça, c'est la première manifestation sur l'organisme vivant, enfin adulte. Là, on ne voit pas de manifestation autre que cette manifestation physique, tout simplement parce que cette carence est apparue chez des êtres adultes et non pas chez les enfants. Chez les enfants, ça traduit effectivement à à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'apparition du crétinisme au sens propre du terme, avec des anomalies physiques et mentales très importantes. Alors, dans le monde aujourd'hui, ça reste une pathologie très importante, hein. En 2007, c'est pas il y a si longtemps que ça, on a considéré, on mesuré qu'il y avait encore à peu près 2 milliards d'êtres humains sur la planète, dont un tiers de très jeunes, qui étaient carencés en iode, et ça en fait un problème de santé publique majeur. Il a fallu attendre le début du XXe siècle que les Suisses commencent à s'en occuper pour qu'on comprenne la problématique, et on a compris que c'était quand même pas si compliqué, puisque dès 1922, ils ont commencé effectivement à systématiquement faire de la supplémentation, et ils ont constaté en quelques années que bah, ces formes majeures de pathologie, notamment le crétinisme et les goitres importants, avaient quasiment disparu. Alors, en Europe aujourd'hui, et on voit que malgré de nombreux efforts, à la fin des années 90 et même aujourd'hui encore, au début du 21e siècle, il y a encore des carences légères à graves, fréquentes, dans 32 pays en Europe, notamment chez les femmes enceintes. Donc ça peut paraître surprenant, mais c'est encore une pathologie de fond, une pathologie importante qui touche effectivement beaucoup de monde, de façon plus ou moins marquée, plus ou moins visible, plus ou moins mesurée. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a encore de gros problèmes et des efforts à faire. Alors, meilleur accès aujourd'hui aux sels iodés dans les pays européens qui étaient les plus déficients, les pays du centre de l'Europe et de l'Europe de l'Est. Passer de 5 à 10% à 28% en 99, c'est déjà pas mal. Mais en termes d'accès des pays déficients en iode, aux sels iodés, l'Europe reste la pire région du monde. Et oui, où en 99, seulement 68% de la population avait accès aux sels iodés, contre 90% par exemple en Amérique latine. Et donc, il est aujourd'hui, certains tirent un peu la sonnette d'alarme, et notamment un scientifique nutritionniste, M. Delange, qui dit qu'effectivement, dans les zones les plus gravement touchées, mais pas seulement ces zones-là, une supplémentation en iode, sous forme de iodure, 100 à 200 microgrammes par jour, devrait être systématique pour les femmes enceintes et les mères allaitantes et les jeunes enfants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, théoriquement, cette carence ne devrait quasiment plus exister, puisqu'effectivement, on peut se fournir très facilement en sel supplémenté en iode, hein. C'est pas naturellement présent dans le sel marin, l'iode, hein. C'est du sel rajouté. Et en France, en particulier, même si on est considéré dans une zone de carence minime, on sait aujourd'hui que l'apport iodé est globalement au-dessous de la normale, malgré cet accès au sel iodé. Donc, si vous regardez sur vos étiquettes de boîtes de sel, vous verrez qu'effectivement l'iode y est présent à des concentrations élevées, 1167% des besoins quotidiens, 1750 microgrammes, ce qui est nettement au-dessus de ce qu'on a le droit, nous, de mettre dans nos produits, puisque dans un complément alimentaire, on n'a pas le droit de mettre plus de 150 microgrammes. Alors, en France en particulier, et pour ce qui concerne ces troubles de la thyroïde, on sait qu'ils arrivent beaucoup plus fréquemment chez les femmes. Vous verrez une explication tout à l'heure, mais que le gros risque, le gros problème concerne essentiellement les femmes enceintes, qui, en cas d'hypothyroxinémie, qui est fréquente au cours du premier trimestre de la grossesse, semblerait associée à des troubles mineurs du développement psychomoteur du nouveau-né et effectivement de l'enfant derrière. Et si on a une carence plus importante, ça affecte directement le fœtus et notamment son développement cérébral. Ben, ça conduit comment dire, à la naissance d'enfants de type crétin, comme on en voyait il y a pas si longtemps que ça encore. Alors, le lien entre l'iode et les algues, alors,
l'iode est naturellement présent dans le milieu marin, beaucoup plus que sur le milieu terrestre. Et via l'alimentation, on le trouve donc effectivement dans les poissons, poissons de mer, les fruits de mer et les algues marines, hein. C'est important de le préciser puisque l'iode est d'abord d'origine marine. Et le sel, y compris donc le sel marin, ne contient pas naturellement d'iode, ou très très peu. Donc, faut pas. On a dans le subconscient l'idée que le sel marin est riche en iode. Non, il est riche si on le supplémente. Alors, ça a été recommandé par l'OMS il y a un certain temps déjà, réglementé en France depuis 1952, mais pas encore obligatoire, et elle n'est pas autorisée dans les aliments manufacturés. Alors, l'iode classiquement qui donc rentre dans l'organisme par voie alimentaire, absorbé essentiellement au niveau de l'estomac et du duodénum, sous forme essentiellement d'ions iodures qui sont beaucoup plus solubles, et ensuite stocké principalement dans la thyroïde et excrété dans les urines quand il y en a trop ou que certaines hormones thyroïdiennes sont recyclées, l'iode est éliminé dans les urines. Et point important, qui peut paraître bizarre, mais l'iode sert exclusivement à fabriquer les hormones thyroïdiennes. C'est-à-dire que l'iode n'intervient pas dans d'autres métabolismes, que ce soit des métabolismes protéiques ou autres. Directement, il n'intervient que dans la production des hormones thyroïdiennes. Mais secondairement, et on l'a vu, il a un rôle fondamental puisque c'est grâce à ces hormones thyroïdiennes, et notamment la T3, que la plupart des métabolismes de l'organisme sont régulés. Donc on peut considérer que l'iode, même s'il n'a qu'une seule cible, métabolique ou globale, est fondamentale pour quasiment toutes les fonctions de l'organisme. Alors dans les algues, on se fait là aussi parfois des idées, c'est-à-dire que beaucoup considèrent que les algues sont une source très importante d'iode. Alors ça peut être vrai, mais seulement pour 3 espèces. Une espèce d'algue rouge qui est la gracilaire, à peu près 5000 microgrammes par gramme d'algues séchées, donc c'est quand même des concentrations élevées. Ça s'appelle aussi l'ogonori dans la terminologie asiatique, et pour ceux qui sont fans de sushi et autres produits japonais. Et deux autres algues sont des algues brunes, Laminaria digitale et Laminaria saccharina, donc le kombu ou le kombu royal, qui ont effectivement propriété à concentrer l'iode très importante et qui ont effectivement été exploitées à la fin du 19e siècle pour produire industriellement de l'iode, pour en particulier la production de teinture d'iode comme désinfectant. Notamment en Bretagne, il y a beaucoup d'usines en bord de mer qui ont exploité les laminaires parce qu'effectivement, elles sont très très riches en iode. Donc, sauf à consommer de façon importante des laminaires, donc du kelp ou de l'ogonori, les risques liés à la surconsommation d'iode via les algues est très limité, puisque vous voyez que pour les espèces plus classiques, hein, type fucus, haricots de mer, dulse, nori, ulva, on est dans des proportions qui sont certes importantes, mais loin d'être aussi importantes que certains peuvent le penser. Alors, un petit point là aussi, pour ceux qui sont adeptes des microalgues de type spiruline ou chlorelle, savoir que ces microalgues sont essentiellement des microalgues d'eau douce, bon, même si certaines peuvent aussi être produites dans l'eau de mer, mais tout ce qui est vendu aujourd'hui sur le marché passe par de la production en ferme artisanale, et la culture est à base d'eau douce, et c'est pour ça que dans ces microalgues spiruline ou chlorelle, le taux d'iode est quasiment égal à 0. Il ne faut pas compter sur elle pour vous supplémenter en iode. Là, c'est juste rappeler l'importance et l'essentialité pour moi des apports des algues alimentaires en termes de minéraux essentiels, l'iode en faisant forcément partie, et il est dans la dernière colonne. Mais vous pouvez voir que comparé à des légumes terrestres, c'est la dernière ligne en bas, l'épinard, les apports en iode, pardon, en oligo-éléments et effectivement en iode, par les algues, sont beaucoup plus importants que par des légumes terrestres, puisque le légume terrestre, lui, fait ce qu'il peut avec ce qu'il a dans le sol sur lequel il est cultivé. Les algues étant cultivées dans l'eau de mer et la mer étant
relativement riche et équilibré en oligo-éléments, en minéraux, on va retrouver effectivement dans les algues tous ces éléments fondamentaux que sont les oligo-éléments et certains minéraux. On voit l'iode ici, on voit le sélénium, on en a parlé tout à l'heure aussi dans la carence liée à la métabolisation de l'iode pour la production d'hormones thyroïdiennes. On voit le molybdène, le cobalt, le zinc, le cuivre, le manganèse, le fer. Bon, l'épinard est réputé pour être très riche en fer, ou le légume le plus riche en fer de la planète. Vous voyez que quand vous prenez 1 gramme d'épinard sec, vous apportez seulement 0,15% de vos besoins quotidiens, là où avec, par exemple, l'ulva, l'algue verte, vous avez 10% d'apport juste avec 1 gramme d'algues séchées. Donc 66 fois plus. Donc ça explique tout l'intérêt nutritionnel de la plupart des algues alimentaires à travers cette supplémentation en éléments, oligo-éléments et minéraux essentiels, mais pas seulement. Mais ces éléments minéraux, vous avez compris, sont fondamentaux. La démonstration faite avec l'iode est très claire. Carence en iode, c'est une carence en tout, puisqu'il y a quasiment plus d'hormones thyroïdiennes et ça gère ou ça contrôle quasiment tous les métabolismes. Donc, la carence en iode est effectivement une carence très, très importante à prendre en considération et à ne pas négliger du tout. Alors, il y a des limites sécuritaires liées à la prise d'iode. 600 microgrammes par jour pour l'adulte, c'est théoriquement la norme supérieure. La réglementation française a la particularité aussi d'imposer une limite au complément alimentaire, c'est-à-dire que la dose maximum journalière apportée par des compléments alimentaires ne doit pas dépasser 150 microgrammes. Alors tout ça pour éventuellement limiter des éventuels risques d'hyperthyroïdie, mais ces risques sont très très minimes. On va le voir juste après. Il y a beaucoup de populations qui consomment beaucoup d'algues et qui ne présentent absolument aucun problème d'hyperthyroïdie. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et en plus, si vous consommez trop d'iode, dans les heures qui suivent, l'excès d'iode est éliminé dans les urines. Donc effectivement, si on a déjà une hyperthyroïdie, un excès d'iode peut déclencher ou aggraver, enfin, déclencher, c'est pas vraiment le cas, mais contribuer au développement de l'hyperthyroïdie. Mais classiquement, l'excès d'iode ne provient pas de l'alimentation, mais parfois de médicaments qui contiennent de l'iode, des produits de contraste qui sont utilisés pour faire certains examens d'imagerie. Mais je le rappelle, l'excès d'iode est très très vite éliminé dans les heures qui suivent. Tout ce qui n'a pas été fixé sur la thyroïde est éliminé dans l'urine. Donc le risque d'hyperiodémie est quasiment nul. Alors, en plus, les algues, ils ont un intérêt, c'est que pour le même apport ou un apport beaucoup moindre en sodium, les algues vont vous apporter donc de l'iode en apportant environ 10 fois moins de sodium. Donc, on peut là aussi supplémenter sa nourriture et éventuellement avoir ce goût sodique, ce goût iodé, grâce à la supplémentation en algues, en limitant l'utilisation du sel iodé, puisque on prend aussi beaucoup de, enfin, les apports, la consommation en sel a pour intérêt majeur aujourd'hui d'apporter de l'iode, mais une meilleure façon d'apporter de l'iode à l'alimentation, ce serait d'utiliser les algues, puisqu'on apporte beaucoup plus, au moins autant d'iode, tout en apportant très peu de sodium, puisque aujourd'hui on sait que trop de sodium, c'est pas bon non plus pour la santé. Alors, iode, lévothyroxine. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, bon, il y a 2 pathologies possibles. Il y a l'hyperthyroïdie, il y a l'hypothyroïdie. Et les diagnostics, en général, de ces déséquilibres se font essentiellement par le dosage de la TSH, très rarement par le dosage de la T4 et quasiment jamais par le dosage de la T3. Et je trouve que c'est pas vraiment la meilleure façon de faire, parce que la TSH, on peut doser la TSH. Si on a trop de TSH, on peut avoir trop de TSH tout simplement parce qu'on est carencé en iode. Et donc, ce n'est pas en apportant de la T3, donc de l'hormone thyroïdienne de synthèse, on va juste masquer le problème, mais on ne va pas le régler, puisqu'on va effectivement avoir les effets de la T3 sur les organes, mais on pourrait très bien le faire sans stimuler
l'hormone thyroïdienne, puisqu'on n'a pas besoin de la surstimuler, puisque son problème, c'est pas d'être stimulé, c'est d'avoir de l'iode pour produire des hormones thyroïdiennes. Alors, classiquement, l'hyperthyroïdie, c'est deux pathologies essentiellement. C'est la maladie de Basedow, une maladie auto-immune qui concerne essentiellement les femmes. 5 sur 6 patients sont des femmes. Caractère plus ou moins héréditaire et apparaît généralement entre 30 et 40 ans. 60% est à l'origine de plus de 60% des hyperthyroïdies. Et les traitements, c'est effectivement des anti-thyroïdiens de synthèse. Donc ça, c'est des produits spécifiques, rien à voir avec le lévothyrox. Et un traitement plus radical, c'est l'iode radioactif qui va détruire les cellules de la thyroïde ou carrément l'ablation. Et l'autre pathologie, on arrive un petit peu à la même chose, c'est-à-dire que c'est soit des nodules sécrétants ou des cancers, ou parfois des nodules qui évoluent en cancer. Et là, de toute façon, la seule solution, c'est la chirurgie. Et par définition, le patient devient effectivement hypothyroïdien, puisqu'il n'a plus de thyroïde. Et là, la seule solution, c'est effectivement d'apporter des hormones de synthèse pour pouvoir continuer à réguler le métabolisme de l'organisme. Ça, c'est l'hyperthyroïdie. L'hypothyroïdie, là, c'est un peu plus vaste. Alors, il y a aussi une maladie auto-immune qui s'appelle la maladie d'Hashimoto. Là, c'est carrément la destruction de la thyroïde, un peu par le même principe que les anticorps spécifiques. Donc là, la thyroïde, elle disparaît. Donc, il y a effectivement plus de production d'hormones thyroïdiennes. Donc là aussi, forcément, une substitution par hormonothérapie. Là, une autre possibilité, c'est des formes d'allergie qui pourraient être liées à éventuellement la présence de gluten. C'est un problème qui n'est plus lié directement à la thyroïde, mais à l'activation dans l'organisme de la T4 en T3 ou production d'une T3 anormale. Et là, ce n'est pas du tout la même cible. Et pour moi, la pathologie essentielle de la thyroïde aujourd'hui, c'est l'hypothyroïdie liée aux carences nutritionnelles et en particulier à la carence en iode. Alors, cette hypothyroïdie, on peut aussi la mesurer en mesurant l'iodure, c'est-à-dire le taux d'iode dans les urines, puisque régulièrement, de façon continue, l'excès d'iode ou l'iode recyclé est éliminé dans l'urine. Et si on est en dessous de 100 microgrammes par litre, ça veut dire qu'on n'a pas assez d'iode globalement dans l'organisme et il est temps de faire quelque chose. Et je rappelle, chez l'adulte en bonne santé, l'excès d'iode est éliminé par les urines et de façon très rapide. Donc, l'hyperthyroïdie par excès d'iode, c'est quasiment du fantasme. Alors, petit détour quand même par la radioactivité, puisque on sait que dans les zones à risque nucléaire et en cas de risque de guerre nucléaire, on parle beaucoup de l'iode, de la prise d'iode pour contrer les effets de ces radionucléides. Alors pourquoi, comment? Tout simplement parce que quand on a une explosion nucléaire liée à la fission, on n'est pas encore au stade de la fusion, la fission des noyaux d'uranium et de plutonium conduite à la production importante d'iode 131, donc un isotope radioactif. Et donc, cet iode est très dangereux, puisqu'effectivement, il est très radioactif, même si sa demi-vie est très courte. Et le problème, c'est que quand il y a de l'iode radioactif dans l'environnement, il vient se fixer dans la thyroïde et il détruit les cellules de la thyroïde très rapidement. Donc, en cas d'émission importante d'iode, en cas d'accident nucléaire, il existe une solution qui est de supplémenter massivement l'organisme en iode normal, en iode 127, et ce qui fait que on sait que l'iode se fixe rapidement quand il est dans le sang via l'alimentation dans la thyroïde, c'est-à-dire que quand on a beaucoup d'iode dans le sang via l'alimentation, le maximum est fixé au bout de 24 heures, c'est-à-dire qu'on sature en fait la capacité de rétention de la thyroïde au bout de 24 heures. Et on sait aussi que ce qui est fixé est plus ou moins utilisé ou éliminé au bout de 7 jours. Donc le cycle de vie de l'iode dans l'organisme est relativement court. Mais on sait aussi que la fraction non fixée est éliminée par voie rénale au bout de 6 heures. Donc tout ce qui est en surplus est éliminé par le rein
si le rein fonctionne normalement. Alors c'est pour ça que, en cas d'accident nucléaire, les populations concernées ont à disposition chez eux des tablettes d'iode 130, 127, pardon, et des consignes de sécurité qui veulent que, sur décision du préfet, information, chaque personne doit ingérer au minimum une pastille qui vient saturer, puisque la concentration est énorme, hein, puisque c'est 1000 fois, on ingère, quand on ingère une pastille de ce type-là, on ingère 1000 fois la dose quotidienne nécessaire recommandée. Donc on sature très rapidement la capacité de rétention de la thyroïde. Et effectivement, dans les jours ou les heures qui suivent, si de l'iode radioactif passe par là, ben, il ne pourra pas être fixé puisque la thyroïde est déjà saturée. Et donc, cet iode radioactif va être éliminé dans les urines dans les heures qui vont suivre. Donc, effectivement, en cas de problème de thyroïde, il existe aujourd'hui un médicament qui s'appelle la lévothyroxine, donc différents noms commerciaux. Et donc, cette lévothyroxine, c'est de la T4 synthétique. Donc une hormone synthétique de type T4 qui nécessite pour être active d'être transformée en T3, comme la T4 normale. Mais bon, le problème, c'est qu'elle a c'est une forme d'hormone, une marge thérapeutique étroite, l'équilibre hormonal du patient est relativement fragile et très sensible à des variations de dose. Et donc, la prescription de ce médicament aux patients est assez compliqué parce qu'il faut régulièrement faire des allers-retours entre la dose et ce qu'on mesure dans le sang, même si parfois justement on ne mesure pas forcément les bonnes choses, puisqu'on va mesurer essentiellement la TSH, et qu'il vaudrait mieux, à mon sens, mesurer la T3. Donc, ce que je trouve aussi un petit peu anormal et pas tout à fait cohérent aussi, c'est qu'elle est souvent prescrite parce que les niveaux de TSH des patients sont trop élevés. Et la plupart du temps, les niveaux de TSH sont très élevés parce que le patient est en hypothyroïdie. Et donc, ça veut dire que le problème, c'est pas qu'il manque de T4 ou de T3, il manque d'iode. Donc vouloir, court-circuiter en fait, la glande thyroïdienne en apportant de l'hormone thyroïdienne toute faite, c'est une solution, qui va éventuellement effectivement limiter, le feedback, lié à la stimulation de l'hypophyse ou de l'hypothalamus. Mais, la solution la plus simple, c'est d'apporter de l'iode parce qu'à mon avis, c'est la première cause, liée à l'hypothyroïdie et éventuellement, enfin et associée à ça, à des niveaux de TSH trop élevés dans le sang. Voilà, donc bon, il y a un peu de blabla en plus. Maintenant, on voit effectivement que bon, c'est un problème important parce que dès qu'on dévie un petit peu des doses normales, eh ben, on sait qu'on a potentiellement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, des effets sur quasiment tous les métabolismes et que eh ben, ce réglage du taux d'hormone T3 dans le sang, T4, T3, c'est un problème de fond, mais qui mériterait qu'on s'y intéresse, à mon avis, avec une autre approche, plus nutritionnelle que médicamenteuse. Il y a par ailleurs une étude en 2017 qui a montré que cette hormone de synthèse n'apporterait pas de bénéfices lorsqu'elle est prescrite aux personnes âgées qui sont atteintes d'hypothyroïdie infraclinique. Voilà. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui, même si, il y a des choses encore dans la suite de la présentation qui pourraient vous intéresser. Ça, ce sera disponible éventuellement, si vous le souhaitez, ce complément d'information sur la problématique du lévothyrox et le pourquoi et le comment de la polémique qui ont ouvert à des actions en justice. Merci Hervé pour cette présentation qui nous éclaire sur le rôle fondamental de l'iode, de la thyroïde et des hormones thyroïdiennes sur la plupart des métabolismes de l'organisme, et également sur des pistes intéressantes qui permettent de sortir des traitements médicamenteux pour traiter ces troubles. Maintenant, nous sommes à l'écoute de vos questions s'il y en a. Alors, il y a une chose que j'ai pas, on n'est pas rentré on est resté dans la théorie aujourd'hui. Sur le plan pratique, effectivement, on a dans la gamme des produits qu'on a appelés la gamme algathérapie, qui contiennent essentiellement effectivement des différents types d'algues marines.
Et vous pouvez voir, et c'est obligatoire de toute façon, dès qu'on a des algues dans un produit, on est obligé de mettre sur l'étiquette les teneurs et les apports en iode. On est limité à 150 microgrammes par jour, prises confondues, c'est-à-dire la recommandation, si c'est 3 capsules ou 3 gélules, il faut que dans les 3 gélules, il n'y ait pas plus de 150 microgrammes. Mais bon, effectivement, c'est le cas. Maintenant, cette limite, elle est un peu théorique et elle est pour moi parfois un peu absurde, puisque on sait qu'on a des besoins qui peuvent être supérieurs, notamment chez les femmes enceintes ou chez les enfants, chez les jeunes enfants. Et donc, le risque d'hyperthyroïdie lié à la consommation d'algues ou d'extraits d'algues en trop grande quantité, pour moi, il est quasiment nul. Et au contraire, je pense que les gros problèmes qu'on a aujourd'hui sur le plan du fonctionnement de la thyroïde, ce n'est pas l'hyperthyroïdie, c'est l'hypothyroïdie. Et l'hypothyroïdie, pour moi, elle a, en dehors des maladies spécifiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, la principale origine à ces pathologies d'hypothyroïdie sont les carences en iode. Et peut-être, il y a peut-être pas plus trop assez de temps pour en parler en détail, mais est-ce que tu pourrais, Hervé, dans ce contexte, nous parler, du produit, Algatirox? Bon, Algatirox, comme son nom l'indique, effectivement, a pour cible essentiellement la glande thyroïde, hein. C'est donc un produit constitué d'un certain nombre d'algues qui contiennent effectivement de l'iode. Et donc, ce complément alimentaire a pour cible principale les gens qui sont en état d'hypothyroïdie, qui ont effectivement une carence en iode, alors subchronique, chronique ou marquée. Mais c'est pour pouvoir effectivement répondre à ce besoin lié à cette insuffisance de production d'hormones thyroïdiennes liées à la carence en iode que l'on propose ce produit, alors qui, lui, atteint effectivement la limite des 150, on est à 149 et des poussières, quand on fait le calcul de la dose contenue dans la gélule, puisque c'est une gélule par jour recommandée, on est au maximum de ce qui est autorisé, parce qu'on considère qu'effectivement, cette problématique de la thyroïde, elle est méconnue, elle est sous-estimée, et que beaucoup de pathologies pourraient être, comment dire, évitées ou des désordres corrigés, tout simplement en consommant un peu plus d'algues, en consommant de l'iode. Alors, si vous voulez manger du sel iodé, vous pouvez aussi, mais bon, dans le sel iodé, à part du chlorure de sodium et de l'iode, il n'y a rien d'autre. Dans les algues, on a beaucoup d'autres choses, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, notamment sur la partie minérale et oligo-éléments. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des protéines, il y a des acides aminés, hein, on parlait de la thyronine tout à l'heure. Il y a aussi des acides gras polyinsaturés, il y a plein de bonnes choses dans les algues marines qui viennent complémenter cet apport en iode. Merci, merci Hervé. Et à quel stade est-ce qu'on pourrait commencer à prendre, par exemple, de l'Algatirox? Est-ce que c'est dans des stades précoces? Est-ce que ça peut se prendre en même temps que du lévothyrox? Comment ça se combine tout ça? Alors, la problématique, c'est que aujourd'hui, la réglementation fait que quelqu'un qui est suivi pour des problèmes thyroïdiens et qui est éventuellement sous lévothyroxine, quelle que soit sa marque, cette personne-là va donc aller chez son médecin régulièrement. Son médecin va régulièrement lui faire des contrôles sanguins, notamment la TSH, parfois éventuellement d'autres choses, ça dépend des médecins. Et en fonction de ça, très régulièrement, la posologie va être adaptée. C'est-à-dire qu'un jour, on va se rendre compte que la TSH a baissé, donc on va dire, hop, il faut diminuer la dose de lévothyroxine. Le lendemain, ça va être l'inverse. Et on joue au yo-yo comme ça en permanence, parce qu'effectivement, tout apport sur quelqu'un qui n'a pas vraiment de pathologie thyroïdienne, si ce n'est un problème de carence, le fait éventuellement de passer quelque temps au bord de la mer, de manger des fruits de mer pour quelqu'un qui n'en mange pas beaucoup, de manger un peu d'algues éventuellement, ou des poissons marins, alors qu'il en mange très peu d'habitude, rien que cet apport alimentaire pendant ne serait-ce que ponctuel, mais parfois quelques jours ou quelques semaines, va complètement modifier le dosage effectivement des hormones thyroïdiennes et éventuellement des hormones hypophysaires, enfin de l'ensemble du circuit.
Et donc, le fait d'avoir une dose régulière quotidienne de lévothyroxine va faire que cet apport en plus ou en moins via la voie alimentaire classique va chambouler effectivement le feedback, le rétrofeedback du système régulateur qui va plus savoir tellement de quel côté il faut aller. Et donc, bon, c'est mon point de vue. Maintenant, si éventuellement quelqu'un a ces problèmes de... Alors, on peut considérer, et on le sait en France, qu'on est globalement un peu en dessous de la norme, donc rien n'empêche de se supplémenter régulièrement en iode via la consommation de produits marins et notamment des algues. Et je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le cycle de vie est relativement court, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de faire une cure d'iode, d'en prendre une très grosse quantité pendant une journée ou une semaine, puisque de toute façon, les capacités d'absorption sont limitées. Tout ce que vous aurez consommé en trop va être éliminé dans l'urine. Et en plus, parce que le cycle de vie de l'iode dans l'organisme est d'environ 7 jours. C'est-à-dire qu'une très grosse dose, même si elle était stockée et fixée, elle serait éliminée au bout de 7 jours. Donc, de la même façon que d'autres oligo-éléments qui sont dans le corps, l'idéal, c'est des apports réguliers à dose pas forcément élevée, hein, je ne veux pas dire infime, mais une petite dose tous les jours, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace qu'une grosse dose une fois de temps en temps. Et les besoins nutritionnels, ils sont quotidiens, les besoins de l'organisme sont quotidiens, le métabolisme, il tourne sans arrêt, 24 heures sur 24, et on croit parfois faire du stock, il y a certaines vitamines qui se stockent mieux, éventuellement parfois dans le foie, le fer peut se stocker aussi, mais ce n'est pas le cas de tous les éléments nutritionnels, et c'est surtout pas le cas de l'iode. Donc, l'iode, il faut un apport très régulier. Et pour moi, cette supplémentation, elle doit être régulière tout au long de l'année. D'accord, on avait une question. Quelqu'un a levé la main? Oui, c'est moi. Justine, Justine. on t'écoute? Oui, tu as dit tout On à l'heure t'entend pas. que c'était l'hyperthyroïdie et l'hypo étaient Justine? héréditaires. Donc, vous m'entendez? Ah, Possibilité d'utiliser le chat éventuellement en écrivant? C'est possible aussi pour la Ah. question? peut-être qu'elle ne nous entend pas. Si, je Justine? vous entends. Vous m'entendez? On ne t'entend pas. Oui, Bon. si, moi je t'entends. On va écrire sur un papier, puis on va... Ah, ça. Je ne connais pas le langage des signes. Je n'entends pas les gens qui interviennent. Bah, c'est dommage, il faut taper à l'écran. Hein. Oui, je vais taper. Possibilité d'utiliser le chat éventuellement. Ouais, machin. Oui. Oui, mais nous on l'entend, donc elle est en Tout train le de monde- vous enregistrer tout le monde message. Ah bah, est-ce que vous pouvez retranscrire? Ça ira peut-être. Vas-y, Ah, dis-moi on dis-moi entend là. Justine, je t'entends. On entend. Donc, l'hyperthyroïdie et l'hypo, c'est D'accord. héréditaire. Est-ce qu'on peut utiliser le lévothyrox en prévention, l'algathyrox en prévention, mais à partir de quel âge? Puisque on commence à avoir des soucis de thyroïde à partir de 30 ans, en général. Alors, tu peux répéter le début de la question parce que je n'ai pas tout entendu. Si c'est héréditaire, comme tu disais tout à l'heure sur l'hyper et l'hypo, Alors, est-ce qu'on peut... non, l'hérédité, c'est seulement sur le syndrome de Basedow, c'est-à-dire que là, c'est l'hyperthyroïdie. D'accord. Et ça peut être prévenu? Non. Et ça... Est-ce que un homme... C'est un problème de réaction allergique immunitaire qui fait que le fait, c'est pas le fait d'apporter de l'iode ou des hormones de synthèse qui va changer le problème. C'est-à-dire que on a une hyperthyroïdie qui va forcément amener à être obligé de limiter la production d'hormones thyroïdiennes, donc via des bloqueurs ou via la destruction totale ou partielle de la thyroïde. D'accord. Et donc là, dans ces cas-là, une fois opéré, c'est-à-dire quand on n'a plus de thyroïde, la seule façon d'avoir des hormones thyroïdiennes, c'est effectivement de prendre un produit de type lévothyroxine. Là, l'iode ne fera plus rien. D'accord. Et l'hypothyroïdie n'est pas héréditaire, du coup? Pas à ce jour, non, c'est pas, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui dit que l'hypothyroïdie est héréditaire. D'accord. Mais l'hypothyroïdie en tant que pathologie est très très bien documentée, la preuve, enfin ça fait longtemps que ça dure, hein, et on a avec le temps finalement fini par comprendre pourquoi ces gens-là dans les montagnes avaient ce genre de pathologie aussi marquée.
de la même façon que le scorbut, on l'a diagnostiqué un peu par déduction, hein, la vitamine C dans les fruits et les légumes frais, parce que les marins, les Espagnols, les Portugais ont traversé l'Atlantique et puis ils se sont rendus compte qu'au bout de 3 semaines sans vitamine C, ils perdaient leurs dents et puis enfin bon, il y avait plein de problèmes métaboliques. On s'est vite rendu compte qu'il y avait certains éléments nutritionnels qui étaient essentiels à certaines fonctions. Mais ça a pris du temps. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus fin, mais il y a encore des choses qu'on ne sait pas. Mais une chose qu'on sait, c'est que s'il n'y a pas assez d'iode, on est forcément on est en hypothyroïdie, et donc on peut avoir un goitre, puisque la TSH, le cerveau va savoir qu'il n'y a pas assez d'hormones dans le sang, donc on va stimuler la thyroïde pour qu'elle produise plus, donc elle va gonfler, mais s'il n'y a pas d'iode, elle va continuer à gonfler, et il n'y aura toujours pas d'hormones. Et on peut Et passer Pardon, on peut passer d'une hypo, d'un goitre, à une hyperthyroïdie? c'est à mon sens très peu probable. Il faudrait vraiment consommer des quantités d'iode très très importantes quotidiennement, même si, et en plus avoir une affection rénale éventuelle, puisque théoriquement tout excès en iode est éliminé dans les urines et très rapidement. Donc la stimulation ou la surstimulation de la thyroïde à partir de l'iode circulant, c'est quasiment impossible. D'accord. Parce que enfin, vous l'avez vu, hein, même en cas de problème de guerre nucléaire ou d'accident radioactif, là, la dose recommandée, c'est 1000 fois la dose quotidienne. Et ça gêne pas la NSM ou l'administration de dire, ben, allez-y, prenez-vous un bon shoot. Et puis comme ça, en plus bon, vous ne mourrez pas de radioactivité, mais vous mourrez parce que votre thyroïde va exploser. Donc voilà. Il faut savoir raison garder. D'accord. Très bien, mais écoutez, Merci. s'il n'y a plus de questions, il me reste à vous remercier encore une fois pour votre présence. Sachez que cet atelier a été enregistré. Vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Tous les inscrits à cet atelier vont recevoir ce lien vers l'enregistrement. N'hésitez pas d'autre part à solliciter votre délégué préféré si vous avez la moindre question ou si vous avez besoin qu'elle vous envoie à nouveau le lien. Nous vous donnons rendez-vous le 14 septembre pour notre prochain atelier qui traitera d'un sujet d'actualité à ce moment-là. Il traitera des poux. Donc, merci encore de votre présence et puis nous vous souhaitons à tous, en attendant de nous retrouver à la rentrée, un très bel été. Merci à tout le bientôt. monde. Au revoir. Au revoir.